C'est donc en Amérique, à Thanksgiving, que les proches de Janet Gatis et elle-même avaient prévu de faire un bon repas à la maison à Chester, en Virginie. Parlons de cette famille. Janet Gatis, 58 ans, et Christopher Gatis, 59 ans, étaient mariés depuis une décennie. Ils s'étaient connus au lycée mais ils n'étaient pas ensemble et ils s'étaient mis ensemble des années plus tard et Janet avait déjà 2 enfants. Tout le monde les voyait comme un couple heureux, mais comme chaque mariage, eux seuls savaient ce qui se passait vraiment à huis clos et comme je le dis toujours, quand la porte est fermée dans une famille ou dans un couple, on ne sait pas ce qui se passe derrière. 6 semaines avant Thanksgiving, en 2017, la fille de Janet et son petit ami sont venus chez eux. Candice Kunz, 30 ans, Andrew Bunsorn, 36 ans, étaient tous les deux physiothérapeutes et ils vivaient en Oregon. Ils avaient décidé de déménager en Virginie et d'y monter leur cabinet. Le couple séjournait donc chez la mère de la jeune femme, le temps de trouver une maison et de monter leur cabinet. Il y avait beaucoup de place dans la maison et Janet la mère adorait les avoir à la maison. Mais au fur et à mesure que les semaines allaient et passaient, le beau-père Christopher avait commencé à s'agacer. Christopher était pasteur des jeunes à l'église luthérienne Grace locale. Tout le monde le connaissait comme un homme de bon cœur, avec un rire chaleureux et une nature généreuse. Mais Christopher n'était pas heureux d'avoir des invités forcés à la maison et pensait qu'ils avaient dépassé largement sa patience. Lui, il en avait marre, il voulait qu'ils s'en aillent. Il n'a jamais expliqué pourquoi leur présence l'agaçait, l'irritait. Il avait toujours eu une bonne relation avec sa belle-fille jusque-lors. Janet, la mère, qui travaillait comme agent immobilier, essayait désespérément de garder la paix entre son mari et sa fille. C'était une femme extravertie, joyeuse, qui avait un mot amical pour tout le monde. Mais elle savait que son mari Christopher avait un tempérament fort. Un jour, il avait eu une altercation avec un homme du quartier quelques années plus tôt. Les accusations portées contre Christopher lors de cette altercation, elles auraient été pour une infraction d'insulte violente sur la voie publique. Janet était donc consciente qu'il pouvait perdre le contrôle et avec une maison pleine de monde, les tensions augmentaient. 2 jours avant Thanksgiving, il y avait eu une dispute déclenchée par un verre de vin renversé accidentellement. Christopher, le père énervé, poussa Janet, la mère, et il allait la frapper. Andrew, le beau-fils, est intervenu pour calmer la situation. Au cours des 48 heures suivantes, Christopher a dit plusieurs fois à Candice, sa belle-fille, qu'il voulait qu'elle s'en aille, mais à chaque fois Janet, la mère, disait à sa fille de rester. Même Christopher, à ce moment-là, avait reconnu qu'il devenait incontrôlable et il a même envoyé un texto à Andrew, son beau-fils, en disant « Désolé, vous êtes entré dans une mauvaise période. » Janet était tellement préoccupée par l'irritabilité de son mari qu'elle a commencé à enregistrer des conversations sur son téléphone portable. Allait-elle les utiliser contre lui une fois les vacances terminées, peut-être pour demander le divorce et montrer que son mari avait un tempérament colérique fougueux? Et oui, parce que ce couple n'est pas tout beau tout rose, car nous sommes malheureusement dans une des PAE. Et puis, vers 18h, le soir de Thanksgiving, Christopher essayait toujours de faire partir sa belle-fille et son beau-fils. Candice et Andrew, les enfants, se détendent dans le jacuzzi à l'arrière du jardin. D'ailleurs, des images de vidéosurveillance au domicile ont capturé Christopher marchant vers tout le monde. On l'a vu pointer du doigt alors qu'il élevait la voix. Mais Janet est venue intervenir, prenant d'un coup son téléphone portable pour filmer l'altercation. Elle était clairement inquiète de son comportement, mais il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu prédire le prochain délire de son mari. Christopher est monté à l'étage et les a tous entendus parler de lui par la fenêtre ouverte.
Il avait l'impression qu'il le rabaissait et sa colère allait augmenter de plus en plus fort, il a vu rouge. Il a envoyé des messages bizarres à sa femme, disant qu'il avait peur d'elle et de Candice, sa belle-fille, ajoutant même qu'il lui faisait tous peur. Janet a partagé les messages avec son neveu, disant que son mari agissait bizarrement, mais qu'elle ne voulait pas quitter la maison. Plus tard, Christopher a affirmé qu'ils le menaçaient tous. Savait-il ce qu'il était sur le point de faire? Vers minuit, Janet, Candice et Andrew jouaient à un jeu de société dans la cuisine. Christopher est calmement monté à l'étage et a pris son pistolet de calibre 45. Puis il est retourné en bas, vers sa famille, alors qu'ils riaient et bavardaient ensemble. Quand ils ont vu Christopher à la porte, leur mari, père et beau-père, qui a soulevé son arme et a mis un doigt sur la gâchette, ils étaient terrifiés. Candice a commencé à filmer la scène. Alors pause, le fait que Candice filme la scène alors que son mari pointe une arme, on en reparlera à la fin de la vidéo. Candice a commencé à filmer la scène. Mais Christopher a commencé à tirer. Tout d'abord, il a tiré sur Janet, sa femme. Elle est tombée au sol, mortellement blessée. Puis il a tiré des balles sur sa belle-fille, horrifiée et hystérique. Ce qui est horrible, c'est que le téléphone portable de Janet a enregistré les cris, puis le moment désespéré où Andrew, de derrière la table de la cuisine, a commencé à supplier Christopher, son beau-père. Il a dit en pleurant « Je vais sortir, je pars ». C'est ce que Christopher aurait voulu, mais pourtant il n'était pas sur le point d'arrêter sa folie meurtrière. Dans une tentative désespérée d'évasion, Andrew a couru à travers la maison, vers la porte d'entrée, mais Christopher l'a suivi. Imaginez l'horreur de la situation pour le beau-fils, c'est une véritable scène de film d'horreur. Malheureusement, Christopher a tiré sur le petit ami de sa fille, et il est tombé mort à l'extérieur de la maison dans le jardin. Les voisins ont entendu des coups de feu et l'alarme de sécurité de la maison s'est déclenchée, ce qui a envoyé un agent de patrouille local à la maison. Et là, on pourra le dire, le Christopher, là, malheureusement, au vu de cette situation totalement horrible, n'est pas le nugget le mieux dégelé de la boîte. Reprenons. Lorsque l'agent de patrouille est arrivé sur les lieux, il a vu un corps sur la pelouse. Et Christopher était assis sur la marche de son Porsche avant. Il attendait. L'officier l'a fait s'allonger face contre terre sur le sol avant de le menotter. Christopher n'a pas tenté de résister et l'a informé que 2 autres corps étaient à l'intérieur. L'officier a rapporté à ses collègues à la radio. « J'en ai un menotté. Soyez informés qu'il a tiré sur 3 personnes. Un sujet masculin au sol. Il a 2 coups de feu à l'estomac. Nous avons 2 femmes dans la cuisine. » Alors que la police s'est précipitée sur les lieux, Christopher a affirmé qu'il avait agi après que sa famille s'était liguée contre lui. Il dira « Ils sont probablement tous morts. Ils sont tous venus contre moi. » Le message texte qu'il avait envoyé à sa femme sur le fait d'être effrayé et de les supplier de partir était logique pour lui. Car il utilisera tous ces SMS de demande à sa belle-fille et à sa femme de quitter les lieux comme des SMS qui expliquent ses faits et qui l'excusent en quelque sorte. Des arguments totalement pétés. Christopher a été placé en garde à vue et a été détenu pour les meurtres. Le choc de ce qu'il avait fait a commencé à se répandre dans la communauté, car c'est le pasteur de la ville, aimé, père et ami. Christopher jusque-là était un membre honnête de l'église et il avait tué toute sa famille du jour au lendemain. Personne ne s'y attendait et c'est ce qui pour tout le monde était le plus choquant. Tout le monde était incrédule, mais alors que les enquêteurs examinaient les téléphones des victimes, ils ont trouvé les vidéos et c'était indéniable que le père Christopher avait totalement pété les plombs. Christopher a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le tribunal a entendu les enregistrements des disputes sur le vin renversé et sa colère au sujet du séjour de sa belle-fille et de son petit ami. Ils comprendront que cela avait causé des problèmes qui ont déclenché une colère horrible le soir de Thanksgiving. Le tribunal a également vu les images troublantes enregistrées la nuit des meurtres.
Le portable de Janet a capturé la dernière confrontation dans le jacuzzi où Christopher les a tués. Le téléphone avait enregistré les meurtres, mais avait tristement enregistré les supplications d'Andrew de le laisser partir, de le laisser en vie. Le tribunal a entendu dire que Janet avait demandé au neveu de son mari de cacher son arme à feu parce qu'elle craignait qu'il ne l'utilise un jour. Christopher a été condamné à 58 ans pour chaque meurtre, car c'était 100 ans pour chaque meurtre, mais avec 42 ans suspendus pour chacun, tous additionnés simultanément, et 3 ans de plus pour obtention d'une arme à feu. Donc, perpète, c'est perpète. Le pasteur, maintenant renié par son église, n'a jamais tenté d'expliquer ses motivations ce jour-là, mais ses actions parlent d'elles-mêmes et ont été capturées par un téléphone et montrent qu'il est bel et bien malheureusement coupable de ces crimes horribles. Chaque année, un musicien de la ville organisait une énorme fête d'Halloween dans le canton de Frenchtown au Michigan. Et environ 1000 invités affluent en costumes de tout genre, pirates, playboys, citrouilles, etc. pour danser et boire jusqu'aux premières heures du matin, enfin premières heures jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures, faire la bamboche. Nous sommes en 2014 et Chelsea Bruck, 22 ans, avait fait son costume à la main pour cet événement d'Halloween. Elle avait décidé d'y aller dans le rôle de Poison Ivy du film Batman. Elle avait attaché des feuilles vertes à un haut, choisi des leggings noirs, des caleçons noirs pour mettre sous sa tenue et avait prévu de compléter son look en couvrant ses cheveux blonds d'une perruque un peu noire, rouge foncé, on dira auburn. Contrairement au personnage au cœur froid de Poison Ivy de Batman, Chelsea était une belle âme. Compatissante, elle avait le cœur sur la main et elle vivait d'ailleurs avec ses parents qu'elle adorait. Elle était la plus jeune de ses 5 frères et sœurs et elle travaillait comme serveuse dans un restaurant. Elle aimait tellement cuisiner qu'elle avait même décidé de passer un diplôme en cuisine. Elle voulait être chef. Le 26 octobre 2014, Chelsea s'est dirigée vers la grande fête où donc se tenait cette fameuse fête d'Halloween en plein air. Je vous mets d'ailleurs les images vidéo. Elle a ri, elle a dansé avec ses amis toute la soirée, elle vivait sa meilleure vie. Mais en fin de soirée, plusieurs amis vont lui proposer de la ramener et non, Chelsea, elle a malheureusement un peu trop bu et elle se sent pousser des ailes et elle veut rentrer chez elle toute seule. Donc, en fin de soirée, plusieurs amis lui ont proposé de la ramener chez elle. Il est à peu près 3 heures du matin. Mais nous sommes malheureusement dans une DPAE et là, tout va s'enchaîner extrêmement bizarrement. Tout va s'enchaîner extrêmement bizarrement car pour une raison quelconque, elle n'ira avec aucun de ses amis en voiture pour se faire raccompagner, mais elle va partir toute seule en pleine nuit. Le lendemain, pas de nouvelles d'elle. Les parents de Chelsea ont déclaré sa disparition car elle n'est jamais arrivée chez elle. Une recherche massive de personnes disparues dans la ville va commencer. Toute la communauté va aider la police. Des affiches ont été affichées partout et plus d'un demi-million de dépliants vont être distribués et ça c'est vraiment énorme. La recherche est vraiment active. Alors que sa famille va demander de l'aide aux informations pour son retour en toute sécurité, une récompense de 17 000 $ a été offerte pour toute information sur la disparition de Chelsea. Et cette récompense va même passer à 30 000 $. Les invités de la fête ont été interrogés un par un par Sidonie, mais ils ne se souvenaient pas vraiment que Chelsea soit partie avec un homme précis ou une femme précise. Quand un beau jour, un témoin qui va rester confidentiel va parler et la police va pouvoir faire un portrait robot. Puis, au cours des 6 mois suivants, les proches de Chelsea ont lancé une campagne encore plus active où la communauté a été encouragée à porter des rubans violets et à les porter sur leurs vêtements, à les afficher au travail ou à la maison. Le violet était la couleur préférée de Chelsea et ils voulaient que tout le monde se souvienne qu'elle leur manquait énormément et qu'ils ne lâchaient pas l'affaire, ils continuaient les recherches, ils pensaient à elle.
Ils ont même mis en place un quartier général et ont poursuivi donc des recherches régulières. Mais ils savaient que la probabilité de la retrouver en vie était de plus en plus faible à mesure que les jours avançaient. Puis, l'année suivante, en avril 2015, des vêtements vont malheureusement être retrouvés sur un site industriel abandonné. Ces vêtements étaient le costume d'Halloween de Chelsea, des morceaux déchirés de son haut et ses caleçons, ses leggings déchirés. Quelques semaines plus tard, le 24 avril 2015, la police a été appelée par des ouvriers du bâtiment qui déplaçaient de la terre pour construire une propriété. Ils avaient malheureusement retrouvé le corps nu d'une jeune femme en décomposition dans les bois, près des lignes de train, à environ 20 km de l'endroit où la fête d'Halloween avait eu lieu. Les dossiers dentaires ont confirmé qu'il s'agissait bien de Chelsea. Une autopsie a révélé qu'elle était morte d'un traumatisme extrêmement violent, dont de multiples fractures au visage. Elle avait 2 dents ébréchées. La police dira que la violence des coups était totalement effrayante. Chelsea avait finalement été retrouvée, mais cela n'a confirmé que les pires craintes de tout le monde, et la famille était plongée dans une douleur incommensurable. Ils imaginaient la douleur de Chelsea violentée d'une telle façon que c'était totalement insoutenable pour eux. Les enquêteurs ont trouvé de l'ADN masculin sur les leggings de Chelsea, donc de son déguisement, mais il n'y avait aucune correspondance dans le système de recherche, dans les dossiers de recherche de la police. La famille de Chelsea était frustrée, aurait-il jamais justice? Mais l'année suivante, un homme a dû soumettre son ADN pour une affaire de vol qualifiée et il a été signalé comme un match avec le cas de Chelsea. Daniel Clay, 27 ans, avait un casier judiciaire pour avoir possédé des substances illégales et avoir commis des vols. Mais le plus important encore, c'est qu'il avait assisté à la fête ce soir-là. Il a été arrêté direct chez sa petite amie dans son mobil-home en juillet 2016. Lui, le lendemain, il va lui laisser des messages vocaux. Il dira « Je suis désolé, j'ai merdouillé, je vais partir pendant très longtemps. » La petite amie de Clay, Kelly Richer, a déclaré qu'il avait donc avoué le crime lors de cet appel téléphonique le lendemain. Au début, lorsqu'ils l'ont interrogé, Daniel a nié avoir quelque chose à voir avec la mort de Chelsea. Mais ensuite, il a changé son histoire un nombre incalculable de fois. Il avait dit qu'il avait tué Chelsea mais que c'était un accident. Il a été enregistré disant qu'il avait quitté la fête et qu'il avait vu Chelsea marcher sur la route avec sa perruque à la main. Il s'était arrêté innocemment parce qu'il voyait une jeune femme marcher sur le bord de la route et qu'il lui a offert de la raccompagner. Chelsea ne se serait pas méfiée, elle serait montée. Puis il dira, ils disent toujours ça, qu'ils ont eu un rapport intime consenti. Puis il dira, ils disent encore toujours ça, qu'elle lui a demandé de l'étrangler pour un jeu intime entre deux. Et que bien sûr, il n'a pas senti sa force et qu'elle est morte. Il dira avoir tout fait pour essayer de la réanimer et qu'il était totalement sous le choc. Daniel a donc dit que Chelsea lui aurait demandé de l'étouffer pendant ce rapport intime, ce qu'il aurait fait pendant 20 à 30 secondes, mais qu'elle avait cessé de respirer. Il a insisté pour dire qu'elle était morte à sa grande surprise. Il a dit qu'il n'avait pas appelé la police, qu'il avait conduit choqué près d'1 heure, avant de s'arrêter près de la voie ferrée. Il a dit qu'il avait transporté le corps dans sa voiture vers la zone boisée, où il l'avait enterré sous des branches d'arbres, des brindilles et des feuilles. Comme je vous l'ai dit bien souvent, ils disent tout cela, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute, on en parlera à la fin de la vidéo. Mais l'histoire de Daniel ne va pas convaincre la police. Chelsea était morte d'un traumatisme d'une force incroyable et pas d'asphyxie. Si le rapport intime était consensuel, pourquoi ses leggings étaient-ils déchirés à l'entrejambe et ses bretelles de soutien-gorge déchiquetées? Cela suggérait qu'elle avait été attaquée intimement et violemment. Daniel sera accusé du meurtre au 2e degré qui a ensuite été transformé, ce qui a permis au jury d'envisager une condamnation pour meurtre au 1er degré.
Lors du procès de 2017, Daniel a pris position et a de nouveau insisté sur le fait que la mort de Chelsea avait été un accident tragique. Il lui avait offert de la raccompagner, cela avait tourné à un jeu intime qui aurait entraîné sa mort. Daniel a dit qu'il avait pleuré près de son corps avant de la quitter. Mais malgré sa prétendue conscience coupable, Daniel n'a pas appelé la police, ni dit à sa famille bouleversée où se trouvait le corps lorsqu'ils ont fait des plaintes répétées aux informations et que la communauté a essayé en vain de la retrouver. Daniel ne pouvait pas expliquer pourquoi il semblait que Chelsea avait été battue à mort si fort. J'insiste. L'accusation a déclaré que Daniel avait vu Chelsea seule et l'avait trompée pour qu'elle monte dans sa voiture, croyant ne courir aucun risque. Il l'aurait ensuite malheureusement abusée intimement et battue à mort. Il avait passé près de 2 ans en liberté à vivre sa meilleure vie et n'avait parlé que lorsqu'il avait été pris par la police. Après avoir bien sûr initialement nié qu'il avait été impliqué dans ce meurtre. Le procureur a déclaré « L'accusé a assassiné Chelsea Bruck, puis a jeté son corps nu et sans vie. De toute évidence, il n'a jamais voulu être attrapé. » Le jury a écouté les heures où Daniel a été interrogé après son arrestation au poste de police et qui s'est fait prendre à son propre jeu à cause de ses réponses incohérentes. Daniel a été reconnu coupable du meurtre et de dissimulation d'un corps et 2 mois plus tard, il a fait face à la famille de Chelsea lors de sa condamnation. Les avocats ont montré des centaines de photos de Chelsea illustrant sa vie depuis sa naissance jusqu'au moment où elle est morte. Daniel a encore fait une déclaration et s'est excusé auprès de la mère de Chelsea. « J'ai fait une erreur, je sais que j'ai causé de la douleur à la famille et à la communauté. Je suis vraiment désolée, je suis désolée pour ce que je vous ai fait subir. » Et là, alors que personne ne s'attendait à autant de gentillesse et d'abnégation, la mère de Chelsea va prendre la parole. Elle dira « Aujourd'hui, avec la force de Jésus-Christ, je pardonne à Daniel Clay. Je ne veux pas que mon Seigneur me demande pourquoi je ne pouvais pas offrir le pardon à Monsieur Clay. » La mère de Chelsea était vêtue de violet, la couleur préférée de sa fille, et elle a dit que même si elle pouvait pardonner, elle ne pourrait jamais oublier le drame qu'elle avait vécu et ce qu'il avait fait à sa fille. Quant à ce meurtrier, il a pris perpète et perpète de ses perpètes. Et c'est ainsi, sur le pardon au grand cœur, que nous finissons cette triste histoire. André Thomas a commencé à entendre des voix à l'âge de 9 ans et a essayé pour la première fois de mettre fin à ses jours à l'âge de 10 ans et c'est vraiment très jeune. Et quand j'entends que des enfants veulent mettre fin à leurs jours si jeunes, cela me brise le cœur. Il avait été hospitalisé et un médecin avait émis un ordre d'internement pour ce jeune enfant mais qui n'a jamais pris effet. Puis tout jeune, Thomas a rencontré sa femme Laura Christine. Ils sont adolescents, ils vont avoir le coup de foudre et se marier très vite parce que Christine attend un enfant alors qu'elle n'est même pas majeure. Puis plus tard, ils auront également un fils après avoir eu cette petite fille. Mais les démons de Thomas sont toujours là et ils vont le rendre colérique, voire violent. Sa femme ne le quitte pas car elle a fondé une famille avec lui. La vie continue ainsi pour toute cette famille. Et les jours sont plutôt normaux, mais cela alterne avec les crises de Thomas où il délire totalement. Il entend des voix, il a des visions et même des convictions profondes totalement délirantes. Et oui, vous l'avez compris, cette histoire de couple ne pouvait pas continuer sur un lit de rose puisqu'on est dans une DPAE. Lassée et effrayée de tous les comportements violents de son mari, Christine finit par le quitter et demande le divorce. Et c'est alors qu'en mars 2004, Thomas a 21 ans, qui habite dans sa ville natale à Sherman au Texas, a sa maladie mentale qui va empirer pour finalement éclater dans une explosion de violence horrible, vous allez le voir. Il va se rendre chez son ex-femme, Christine Boren, et la poignarder. Elle est toute jeune, elle a 20 ans. Puis c'est totalement horrible, dégueulasse et fou, donc si tu es sensible, scrolle 30 secondes plus tard. C'est donc totalement horrible et fou, accrochez-vous.
il va poignarder ses enfants, son fils de 4 ans Andrélie et sa fille de 13 mois Leila Marie Hughes, et leur arracher le cœur. Oui, oui, vous avez bien entendu, il va leur arracher le cœur. Non mais alors on est sur quelle planète là Bref, reprenons. Il a plus tard dit à la police que Dieu lui avait demandé de commettre les meurtres et qu'il croyait que tous les 3 étaient des démons. Ce qui nous rappelle l'affaire de Loré Wallo qui disait que ses enfants étaient des démons, des zombies. Je vous mets le lien ici. Donc, Nathan Thomas a dit aux policiers que ses enfants étaient des démons. Et pour moi, on en conviendra, c'est bien lui le démon. Après sa condamnation à la peine capitale, il va en cellule s'énucléer, c'est-à-dire s'arracher son propre œil. Il va s'arracher son œil et il va le manger. Oui, oui, il va manger son œil. Eh bien, 20 ans après avoir commis ce triple meurtre horrible et s'être mangé l'œil, André Thomas, 39 ans, était dans sa cellule et, accrochez-vous encore une fois, il va s'arracher le deuxième œil qui lui reste. Il est donc à ce jour aveugle. Bon, celui-ci, il ne l'a pas mangé. La Cour suprême a déclaré « Il va sans dire que jamais une personne saine d'esprit ne ferait ça. » La Cour suprême a interdit d'exécuter les prisonniers atteints de maladies mentales qui sont incapables de comprendre le sens de leur peine. Comprenez là qu'il ne peut pas être exécuté à mort, mais il peut être emprisonné à vie. Selon la Cour suprême, son état s'est détérioré depuis son arrestation. Il est détenu depuis dans une prison dédiée aux détenus atteints de maladies mentales. La démence est soutenue par 77 spécialistes de santé mentale et une centaine de responsables religieux de plusieurs confessions. Une demande de clémence a été adressée ce mercredi 16 février 2023 au gouverneur du Texas pour qu'il épargne de condamnation à mort car il s'est arraché les yeux, ce qui prouve sa démence. Pour l'instant, André Thomas, 39 ans, doit recevoir une injection létale ce 5 avril dans cet état du Sud-Américain, près de 20 ans après avoir tué son ex-femme et ses 2 enfants et leur avoir arraché le cœur. Voilà pour cette première et horrible histoire, vous voyez qu'on démarre fort. Voici la seconde histoire. Dawn Marie Viens est née en mars 1970. C'est une belle jeune femme. Elle a rencontré David dans les années 1990 alors qu'il était marié. Mais ils sont fous amoureux. Et après le divorce de David, ils vont se marier tous les deux. À l'époque, le couple vivait à Lomita, en Californie. Les faits remontent à octobre 2009. David Viens et son épouse alors âgée de 39 ans sont tous les deux sous l'emprise de la coco de neige, si vous voyez ce que je veux dire. Ils passent leur soirée clopin-clopant, du lit au canapé, du canapé au lit malheureusement dans un état second, et ils vont commencer à se disputer parce que lui, il reproche à sa femme de voler de l'argent. En effet, David accuse sa femme d'avoir volé des sous dans la caisse du restaurant dont ils sont propriétaires. Alors que sa femme a beau dire que non, elle commence à s'énerver. Et pour la faire taire, il va la violenter et se retrouve à bâillonner sa femme. Il lui attache les pieds, les poings, avant de l'enfermer dans un placard. Quelques heures plus tard, David se réveille et découvre, dira-t-il, le corps sans vie de sa femme. Il décide alors que la meilleure solution est encore une fois, et alors accrochez-vous, on part dans l'ignominie totale, il décide de la faire cuire dans une énorme marmite. Oui, lui, le David, là, il se prend pour Maïté. Il dira « Je l'ai fait cuire lentement, mais finalement la cuisson aura pris 4 jours. » dira-t-il donc aux enquêteurs. Oui, on en est là dans cette histoire d'un homme qui fait cuire sa femme, toujours plus, toujours pire. Il se débarrasse ensuite des restes de sa femme dans une cuve à graisse de son restaurant. La jeune femme de 39 ans a été portée disparue par sa sœur et quelques amis le 18 novembre 2009, car elle a été vue pour la dernière fois le 18 octobre. David, son mari, a déclaré que les deux avaient eu une dispute concernant des problèmes d'alcool, de produits illicites et d'argent volé dans la caisse. Mais Dawn, sa femme, n'avait pas pris sa voiture, ni de l'argent,
ni son téléphone. Dans les mois qui ont suivi sa disparition, il n'y avait pas non plus d'activité sur son compte bancaire. Quelques mois plus tard, David, lui, il a une nouvelle petite amie, Cathy, et il vit sa meilleure vie entre le restaurant et sa nouvelle idylle. Et là, il va confier les détails de son meurtre à sa propre fille. Mais imaginez-vous, votre mère a disparu et votre père vous dit qu'il a tué votre mère, qu'il l'a bâillonnée, attachée, mise dans un placard et qu'il l'a fait cuire. Mais là, je pense à sa fille, mais elle est traumatisée à vie. Reprenons. On imagine bien l'horreur et l'état émotionnel de sa pauvre fille. En 2011, n'y tenant plus, la fille de David, totalement torturée, passe aux aveux au commissariat. Lui, David, il aura trop peur d'être attrapé. Il va sauter d'une falaise. Il ne mourra pas, il sera gravement blessé. C'est en fauteuil roulant qu'il s'est présenté au tribunal pour plaider non coupable. Après son arrestation, il a indiqué aux policiers avoir caché les restes de squelettes dans le grenier de sa mère. Les inspecteurs de la police de Los Angeles ont fouillé les lieux mais n'ont rien trouvé. Lui dira toujours que c'est la faute de sa femme et qu'elle serait morte en s'étouffant après avoir vomi dans son bâillon. Il a été condamné à 15 ans plus perpétuité et perpète, c'est perpète. David s'est vu refuser la libération conditionnelle en juin 2021. Selon les dossiers pénitentiaires, il reste incarcéré à la prison d'État de Californie et c'est tant mieux. Et j'espère que dans cette prison, ce n'est pas lui qui fait la cuisine. Voilà pour cette deuxième histoire qui est vraiment horrible et dégueulasse et on monte dans l'ignominie de plus en plus. Eh bien voici la troisième histoire qui, vous allez voir, est complètement ignoble. En janvier 2012, le corps mutilé de Monsieur Gonzalez a été retrouvé au 3e étage d'une maison abandonnée à Bridgeport, où un homme, Monsieur Smith, y a vécu enfant. Pourquoi je vous parle de ce Monsieur Smith ? Il a attiré l'attention des autorités lorsque sa cousine Nicole Rabb a contacté la police de Bridgeport. Elle dira aux policiers que ce monsieur, son cousin, vivait chez elle et que Smith était arrivé chez elle le 15 décembre 2011. Il parlait, divaguait de Dieu grec et de la façon dont il voulait avoir du sang sur ses mains. Puis il a dit qu'il allait dans la maison abandonnée où il vivait enfant, il voulait y passer du temps. Le lendemain, M. Smith est retourné chez sa cousine et il avait du sang partout sur lui, sur sa chemise, sur son pantalon. Il portait une barre de fer dans une main et une hache ensanglantée. Alors là encore, imaginez la tête de la cousine qui héberge son cousin. Alors déjà, lui divague et elle le voit rentrer complètement taché de sang avec une barre de fer et une hache à la main. Mais quelle situation stressante et horrible. Elle va appeler la police. La police dit qu'il a dit à sa cousine qu'il avait bu du sang. Monsieur Smith a encore dit à sa cousine Nicole Rabb qu'il avait tué Monsieur Gonzalez avec la hache et battu le visage de l'homme avec la barre de fer. Il a dit ensuite qu'il avait recueilli les yeux de sa victime, qui détaille horrible, accrochez-vous et là encore, passez 30 secondes plus loin si vous êtes sensible, qui détaille horrible, il a arraché l'œil de sa victime, l'a mangé et a dit qu'il avait le goût d'une huître. Il arrachera aussi une partie de son cerveau qu'il consommera plus tard lors d'une promenade tout à fait normale dans un cimetière voisin. En même temps, il boira et se gargarisera avec du saké au dire des policiers. La police va récupérer la hache sanglante et la bouteille de saké dans un lit de ruisseau à proximité. Moins d'un mois après le meurtre, il sera jugé. Et là, je ne comprends pas pourquoi. Sachez que avant et pendant le jugement, il était en liberté. Oui, un fou comme ça en liberté. Pendant sa liberté, il va s'automutiler avec un ouvre-boîte. Tiens, ça change du tire-bouchon, les vrais comprendront. Il est finalement retourné en Floride où il a été enfin arrêté le 23 janvier 2012 et accusé de ce meurtre horrible. Monsieur Smith est susceptible de passer le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique par ordre de 3 juges où il passera 60 ans minimum dans cet hôpital et on est bien content parce que c'est quasiment perpète.
Même s'ils n'étaient pas légalement mariés, Lenny et Louis étaient ensemble depuis 18 ans et vivaient en Australie. Cela établissait leur relation comme une relation officielle et solide pour leurs amis et leur famille. Pas besoin de papier signé à la mairie. Ce qui signifie que lorsqu'il s'agissait de la propriété de leurs biens et des finances, ils avaient les droits légaux d'un couple normal, ils faisaient 50-50 et c'était même officiel à la banque et sur les papiers. Louis le compagnon était un ancien policier qui avait quitté le service de la police en 2007 lorsque la famille est retournée à Charleville, la ville où le couple s'était rencontré pour la première fois il y a plusieurs années, quand ils avaient 18 ans comme je vous l'avais dit. Louis, 36 ans, a accepté un emploi de superviseur dans un abattoir de viande et le couple élevait tranquillement leur fille ensemble. Mais une tragédie était sur le point de frapper, bah oui, parce qu'on est malheureusement dans une DPAE. Le dimanche 23 août 2009, Louis a appelé les services d'urgence de chez lui, totalement en détresse. Il a dit qu'il avait été dans la maison où sa fille faisait la sieste quand il a entendu un gros bruit. Il est sorti et là, l'horreur. Il a trouvé Lenny, 36 ans, au pied d'un arbre, dans leur jardin, elle ne bouge plus. Louis a dit qu'il semblait que Lenny était tombée d'une échelle en installant les guirlandes lumineuses dans l'arbre et qu'elle était inconsciente au sol avec une blessure à la tête. Il n'arrivait plus à trouver le pouls, ce qui devient extrêmement alarmant. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, la voiture de Louis a été reculée de l'arbre car elle gênait totalement le passage. Entendez là qu'il y a l'arbre et Lenny au sol inconsciente et qu'il y a la voiture de Louis qui est devant et qui empêche de faire passer les ambulanciers. Donc ils vont décaler la voiture de Louis. Tout de suite, les ambulanciers constatent qu'une échelle était appuyée à l'arrière de ce véhicule. Lenny était au sol avec une blessure grave à l'arrière de la tête. Ils constatent qu'à la base de l'arbre se trouvent des grandes roches, de gros cailloux qu'elle aurait pu frapper dans sa chute. Les ambulanciers se sont battus pour la sauver et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Une infirmière a noté que la plaie à l'arrière de la tête était assez grande et là, détail horrible, warning, mais c'est l'infirmière qui le dira, une plaie qui était assez grande pour mettre son poing à l'intérieur. Les lumières étaient dans les arbres depuis des années. Pourquoi Lenny avait-elle choisi de les remettre en place ce jour-là ? Sa blessure a été excessivement grave et au bout de 2 jours, malheureusement, ses proches ont accepté à contre-cœur d'éteindre l'assistance respiratoire. Son accident est bizarre et avait laissé sa fille Dakota sans mère et Louis, son mari veuf, est triste, mais potentiellement riche puisqu'il détient la maison et tous les sous qu'il y a en banque. Il est potentiellement gestionnaire de l'argent du couple pour lui seul. Louis avait droit à leurs actifs, y compris à une autre propriété, et 2 jours seulement après avoir perdu Lenny, Louis a fait une réclamation pour son assurance vie. Juste quelques mois avant son décès, 2 polices d'une valeur de 2,25 millions de dollars australiens au total ont été retirées. La compagnie d'assurance était méfiante au sujet de cette réclamation et a décidé de faire une enquête sur Louis avant de lui donner l'argent. Ils sont méfiants, ils connaissent la vie et on ne va pas apprendre aux vieux singes à faire la limace. Pendant que Louis soutenait son cas aux assurances et se justifiait, ils ont informé la police de leurs doutes. Mais le coroner avait déterminé que la cause du décès de Lenny était accidentelle. Les mains de la police et de l'assurance étaient maintenant pieds et poings liés. Mais le sergent Jerry Thornton s'est senti attiré par l'enquête quand il en a entendu parler. Lui, il habitait à 128 km de là. Mais il se rendait par hasard à Charleville le jour du tragique accident et s'était rendu à la maison de Lenny. Il avait vu que l'échelle était sur le véhicule, appuyée à côté de l'arbre. Le sergent Thornton a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pour commencer, il pouvait voir que ce serait presque impossible pour Lenny de gravir les barreaux de l'échelle bloqués par la voiture. Le sergent Thornton était convaincu que la mort de Lenny n'était pas un accident. Et il a continué à travailler sur l'affaire encore. Il a continué à creuser jusqu'à ce que l'affaire soit réouverte
en 2011, car effectivement, quand la porte d'un couple est fermée, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il faut toujours se méfier des apparences et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et oui, Louis avait beaucoup de secrets et il semblait que Lenny l'avait attrapé sur le fait. Louis était un homme infidèle. Il a utilisé son poste de superviseur au sein des usines de viande pour organiser des voyages et pour rencontrer une femme coréenne qu'il avait rencontrée par le biais de l'entreprise. Il a utilisé les cartes professionnelles de l'entreprise pour que Lenny ne le sache pas, mais elle savait. Lenny avait confié à sa mère qu'elle avait eu une MST, mais le seul homme avec qui elle avait couché était Louis. Il a dû la tromper. Peut-être avec plusieurs femmes ou une seule, elle ne le savait pas, mais elle en était sûre, il la trompait. Elle a retiré tout l'argent de leur compte, environ 200 000 $ australiens, et elle a dit à ses amis qu'elle allait partir. Louis, lui, il avait toujours juré aux gens que personne ne lui enlèverait jamais sa fille. Avait-il entendu parler des plans de Lenny ? Sur son ordinateur portable, il y a eu des recherches de fait sur Internet sur des sujets tels que empoisonnement, accident de voiture et blessure à la tête. Louis avait également cherché des escapades romantiques après la mort de Lenny, le jour de ses funérailles. Il avait tapé sur l'ordinateur « escapade romantique ». Alors que Louis avait l'air triste auprès de la police, il n'arrêtait pas de changer son histoire encore et encore sur le jour de la mort de sa femme. Il a dit aussi à ses amis qu'il avait paniqué et qu'il ne savait pas quoi faire, tandis qu'il a dit à d'autres qu'il était reconnaissant pour sa formation de police et qu'il savait quoi faire dans cette situation. Il a dit à certaines personnes qu'il avait fait du bouche à bouche, mais à d'autres, il a dit qu'il ne pouvait pas à cause de feuilles et de saleté autour de la bouche de Lenny. Il semblait apprécier d'être au centre de l'attention, d'être le pauvre veuf éploré. La plus grande anomalie dans cette affaire était que les blessures de Lenny n'étaient tout simplement pas compatibles avec la chute estimée d'environ 5 mètres. Il n'y a pas eu de côte cassée, aucune abrasion, aucun organe blessé comme il aurait dû être avec une chute présumée, comme je vous l'ai dit, de 5 mètres du haut d'une échelle. Lenny n'avait aucune feuille ou débris sur elle à l'hôpital. Louis a également dit qu'il avait trouvé face contre terre. Alors comment avait-elle eu des blessures aussi massives à l'arrière de la tête ? Les enquêteurs ont commencé à regarder en arrière les photos prises sur les lieux de l'accident. Sur une image, on pouvait voir une barre de fer rouillée, par terre, près de l'arbre, à côté des rochers. Il y avait du sang sur la base, mais cette partie était cachée. La barre de fer n'avait pas été collectée à l'époque et je vous le donne dans le mille, elle a disparu. Mais que fait la police ? Il a été déterminé que cette barre de fer coïnciderait parfaitement à la blessure à la tête de Lenny au vu des photos. Et ce fait devient choquant et tout le monde prend conscience que Louis avait porté le coup fatal à la tête de sa femme, puis qu'il avait tout mis en scène pour donner l'impression qu'elle était morte dans un malheureux accident. Avec ses années de police et ses connaissances en scène de crime, cela lui serait venu naturellement. 7 ans après la mort de Lenny en décembre 2016, Louis a été arrêté. Il a dit à la police qu'ils devront lui payer du champagne pour s'excuser de l'erreur qu'ils avaient commise en l'arrêtant quand ils s'en rendront compte. Mais son ego n'allait pas éviter de faire face à un jury. Il a été accusé du meurtre de Lenny. En 2017, Louis a été jugé après avoir plaidé non coupable. L'accusation a déclaré que la seule blessure à la tête de Lenny n'était pas compatible avec la chute que Louis avait déclaré avoir vue sur les lieux. Ils ont suggéré que Louis avait tué sa femme en sachant qu'elle allait le quitter. Il l'avait très probablement frappée avec la barre de fer, puis fait toute cette mise en scène. Les ingénieurs ont témoigné qu'il était peu probable que Lenny ait pu gravir l'échelle jusqu'à l'arbre avec cette voiture. Et pourtant, lorsque les médecins sont arrivés, elle était bien appuyée au pied de l'arbre. Son corps était également de l'autre côté de l'échelle et près de l'arbre, et cette posture et cette chute sont impossibles. Patricia, la mère de Lenny, va déclarer qu'elle soupçonnait que Louis avait une liaison et qu'elle voulait le quitter puisque c'est ce que sa fille lui avait dit. Elle avait prévu de déménager dans leur autre propriété de Dundee Beach, près de Darwin, et elle avait l'intention de prendre leur fille Dakota.
Les témoins diront que Louis avait dit à plusieurs reprises qu'il ne laisserait jamais partir sa fille. En novembre 2017, Louis, 44 ans, a été reconnu coupable et des cris de « oui » ont été entendus dans toute la salle d'audience. Louis, 44 ans, a été condamné à la prison à perpétuité et perpète, c'est perpète. Cette histoire d'amour a commencé au Royaume-Uni puis continuera en Chine. Ko Kin-soon, né en Malaisie, était un étudiant en médecine qui a étudié au Royaume-Uni dans les années 1980 lorsqu'il a rencontré l'infirmière Won Chung-fing, également en Malaisie, et je vous prie de m'excuser pour la prononciation des noms. Pour eux, le coup de foudre fut immédiat et ils se sont mariés. Ils se sont mariés donc et ont déménagé à Hong Kong où ils vont élever leurs enfants, un fils et 3 filles. Ko, le mari, a maintenant 53 ans. Il est professeur renommé d'anesthésiologie à l'université chinoise de Hong Kong, branche de la médecine qui traite l'anesthésie et la réanimation. Donc l'anesthésie, c'est pour dormir, on fait simple, et la réanimation, c'est quand tu te réveilles. N'hésitez pas dans les commentaires à éclairer notre lampion sur ce sujet. Moi, j'ai fait simple. Vous savez que la Cécile, elle fait toujours simple. Mais si vous voulez nous apporter des précisions sur l'anesthésie et la réanimation, n'hésitez pas. Nous, les zigotos, on adore apprendre. Le mari donc a également enseigné à l'hôpital Prince of Wales de Châtine et était hautement qualifié. On peut dire que professionnellement, c'était un homme hautement estimé et accompli dans son travail. Wong, sa femme, 47 ans, l'a soutenu pendant des années et même elle sera essentiellement à la maison et élèvera les enfants donc pour que son mari puisse vivre pleinement son job. Mais les enfants avaient tous des besoins différents, des envies différentes. Et pour chacun, c'était spécifique. À chacun son sport, ses études ou la musique. C'était donc difficile pour la mère parce que c'était un emploi du temps très lourd. Le fils, à 17h, voulait aller à un endroit, mettons le baseball, pendant que la fille, elle, était à la danse, que l'autre fille faisait du violon. Et cette femme s'est trouvée dépassés par la situation de l'emploi du temps surchargé, alors ils vont commencer à se disputer. Ils vont se disputer sur la façon d'élever les enfants et Ko, qui était un père très strict, accusait Wong. Il l'accusait d'être trop douce, voire laxiste. C'était juste l'une des nombreuses choses sur lesquelles le couple n'était pas d'accord, car il y en avait d'autres. Et oui, car malheureusement, on est dans une DPAE et ça finit toujours mal dans mes histoires. Et malgré une belle maison, dans un quartier privilégié de Hong Kong, leur vie apparemment parfaite n'était pas du tout parfaite. Car malgré tout ce qu'ils avaient accompli ensemble, leur mariage partait à volo. En 2007, ils ont commencé à mettre de la distance entre eux. Ils dormaient dans des chambres séparées, ne mangeaient plus ensemble et ils faisaient en sorte d'être à des moments différents dans la maison comme des colocataires qui ne partagent plus rien. Wong a commencé à écrire un journal. Elle écrira en anglais. Dans ce journal, elle dira, et c'est sa version de l'histoire, qu'elle exprimait un profond regret à l'égard de la dispersion de son mariage. Elle a déclaré qu'elle aurait aimé pouvoir fournir une vie meilleure à sa famille. Et dans un même temps, elle écrira même qu'elle s'engageait à changer pour le mieux et pour son mari. Ces paroles exprimaient dans son journal un profond désir d'y arriver dans son couple et de faire du mieux pour que cela fonctionne. Mais Ko, le mari, n'était pas d'accord. Lui, de toute façon, il ne voulait rien savoir. Il voulait que ça continue comme ça en tant que colocataire et avait bien fait comprendre à sa femme qu'il n'était inutile pour elle d'envisager le divorce parce que lui, il pensait à ses sous-sous dans sa bourse et ne voulait pas partager la moitié de la somme. Vous comprendrez donc que sa femme, elle devait continuer à élever ses enfants et être l'esclave entre guillemets de son mari et de ses enfants et elle devait s'oublier. En effet, pour revenir à l'argent, ils possédaient ensemble une grande partie des biens que Ko risquait d'avoir à partager justement s'il y avait un divorce. En plus, il avait un nouvel avenir avec quelqu'un d'autre. Vous l'aurez compris, encore une fois, celui-ci, il voulait le beurre, l'argent du beurre et se taper la crémière. Car Ko avait une maîtresse. Charali avait été l'une de ses élèves et elle avait même donné des cours particuliers à ses enfants. Elle était chez eux,
Elle donnait des cours particuliers à ses enfants, nés à peu près en 2004, alors qu'elle va sortir avec le père de ses élèves. Bien que Ko, lui, il insistera sur le fait qu'ils n'ont commencé à sortir ensemble qu'en 2012. Wang, sa femme, était au courant de l'affaire, mais en raison des enfants et de son amour pour eux, elle décida d'accepter le triangle amoureux avec Charali. Ils étaient tous les trois arrivés dans une impasse. Et là, le 22 mai 2015, Wang et Lily, leur fille de 16 ans et donc la mère, sont en route dans leur mini jaune. 1 heure plus tard, des gens dans la rue étaient perplexes et trouvaient bizarre de voir la voiture garée sur un arrêt de bus. Bah oui, parce qu'un arrêt de bus, c'est fait pour les bus en fait, qu'ils stationnent pour prendre des gens. Donc il n'y a aucune raison que cette mini jaune soit garée à l'emplacement de l'arrêt de bus. Et les gens qui passent devant trouvent ça incorrect, pas normal, hors la loi et bizarre. Car oui, reprenons, en effet, un arrêt de bus, comme je l'ai dit, c'est pour un bus. C'est aussi simple que l'oreille au milieu du visage, dirait Picasso. Malgré le fait qu'il ne pleuvait pas, en plus les essuie-glaces allaient et venaient sur le pare-brise. Les portes étaient verrouillées, et ceci est vraiment très étrange. Une voiture au milieu d'un arrêt de bus essuie-glace en marche. Et là, il y a encore plus étrange. Wang, la femme, et Lily, une des filles du couple, avaient l'air de dormir toutes les deux à l'intérieur de la voiture, mais que se passe-t-il ? De son côté, pendant ce temps-là, pour le père de famille, c'est a priori un bel après-midi comme les autres. C'est donc ce professeur d'université de 53 ans, d'apparence ordinaire, lunettes, portant un appareil dentaire, anesthésiste. Il ressemble à toute personne normale et tout le monde dirait de lui qu'il ne ferait pas de mal à un moucheron. Ses cheveux noirs de jet disciplinés saupoudrés de gris, accompagnés de quelques petites rides de son âge, lui donnent l'apparence d'un père cool, accessible et doux. Pourtant, sa femme Wang Chungfung, 47 ans, et sa fille 16 ans, Lily, n'ont pas pu être réveillées. Les services d'urgence ont été appelés. Wang et Lily ne dormaient pas, elles étaient bel et bien inconscientes. Elles ont été transportées d'urgence à l'hôpital Rins de Galles à Shaotin où, par coïncidence, le père travaillait comme médecin dans cet hôpital et ça me rend dingue. On en parlera à la fin de la vidéo. Les médecins sont donc désespérés, ils essayent de les réanimer, mais elles sont toutes les deux mortes. Ko, le père, le mari, était en deuil. Mais c'est indéniable que cela avait résolu son problème avec sa femme, l'argent et sa nouvelle vie avec sa très jeune Shan Mali. La police était déconcertée. Qu'est-ce qui avait tué la mère et la fille ? Une autopsie a déterminé que leur décès avait été causé par un empoisonnement au monoxyde de carbone. Il est incolore, inodore et peut-être mortel. Wang avait un taux de 50%, tandis que Lily avait un taux de 41%. Cela aurait causé des maux de tête, des étourdissements, expliquant probablement pourquoi Wang s'était arrêté sur cet arrêt de bus en panique, mais d'où venait le gaz ? La mini jaune, vous vous en doutez, va être emmenée pour une expertise et va être testée pour voir si elle aurait des émissions de gaz ou des fuites de gaz. Mais les enquêteurs n'ont rien trouvé, aucune corrélation avec la mini jaune. Puis, leur attention s'est tournée vers quelque chose de suspect dans l'histoire. Il y avait une balle de yoga complètement dégonflée dans le coffre. Au début, cette balle avait été négligée. Puis, ce détail à un policier a paru très intriguant pourquoi elle était dégonflée. Et cela va être, vous allez voir, totalement zinzin comme je vous l'ai dit, et la clé de toute l'histoire. Le ballon a été pris pour examen et la police a été stupéfaite lorsqu'elle a reçu les résultats. Le ballon de yoga était plein de monoxyde de carbone. Alors, il aurait été percé et s'était lentement dégonflé à l'arrière de la mini et aurait libéré le gaz tueur qui a rendu Wang et Lily inaptes puis mortes. Mais pourquoi a-t-il été rempli de monoxyde de carbone ? La police a rapidement découvert qu'avant la mort de sa femme et de sa fille, Ko, le mari, avait fait des expériences au travail avec du monoxyde de carbone. Des collègues ont déclaré qu'ils avaient trouvé ça bizarre, mais lui, le père, avait dit qu'il testait la pureté et des effets sur les lapins. Alors déjà, on appréciera, le gars dans son laboratoire, il fait des tests sur les lapins, mais putain, laissez les animaux tranquilles, mais... Franchement, j'aimerais pouvoir vous raconter des histoires où il n'y a pas de problème sur les animaux et à chaque fois, il faut qu'on fasse du mal aux animaux.
Il s'agissait de tests inhabituels et apparemment inutiles à exécuter, ce qui a suscité quelques soupçons. Il s'est avéré qu'il avait ensuite ramené 2 balles de yoga à la maison remplies de gaz, disant qu'il les utilisait pour exterminer les rats. L'assistant du mari, qui s'occupait des tâches ménagères de la famille et aussi de son travail, a plus tard témoigné qu'il n'y avait pas de problème de rongeurs dans la maison, donc pourquoi faire ceci? Ce n'était qu'un des nombreux mensonges du mari. La police a conclu que le mari avait placé la balle dans le coffre pour tuer sa femme. Il semblait incroyable de tuer quelqu'un d'une manière aussi élaborée et c'est pour ça que je vous ai dit que je trouvais ça complètement zinzin. On en parlera à la fin de la vidéo. Lily avait été informée par son père de rester à la maison. Il ne voulait pas qu'elle monte dans la voiture et lui avait demandé de faire des travaux scolaires ce malheureux jour. De sorte que les agents pensent que la mort de Lily est accidentelle. Le père ne voulait pas la tuer car sa cible était sa femme. Il s'était débarrassé de sa femme qui s'était dressée sur son chemin pour sa nouvelle histoire d'amour avec sa jeune Charlie et pour pouvoir garder tout son argent. 4 mois après cet accident, Coe a été arrêté. Interrogé, il a admis avoir ramené à la maison du monoxyde de carbone, des balles, pour tuer des vermines, les rats, mais a nié avoir mis la balle dans la voiture pour tuer sa femme. De manière totalement choquante, il a suggéré que Lily, sa fille, l'aurait peut-être fait pour mettre fin à ses jours, car il pensait que lui et sa femme lui mettaient trop de pression sur ses études. Mais, après enquête, Lily était une adolescente heureuse et il n'y avait aucun signe qu'elle ferait quelque chose d'aussi extrême. Coe dira que lui et sa femme étaient parvenus à un accord et qu'ils s'entendaient très bien. Mais la police n'était pas d'accord et il fut accusé du meurtre de sa femme et de sa fille. Lors du procès, Coe a plaidé non coupable. Le tribunal a été informé du mariage profondément malheureux et de la façon dont lui ne voulait pas de divorce, mais qu'il voulait être avec sa maîtresse. Les procureurs ont déclaré que Coe avait orchestré un complot délibéré et calculé, en faisant des tests sur le monoxyde de carbone et en prétendant que c'était pour des recherches. La défense a déclaré que l'affaire de Coe, le mari, n'avait pas de bons motifs, parce que lui, il avait accepté de vivre les uns avec les autres et qu'il se trouvait très bien comme ça et que de toute façon la mort de sa femme n'aurait aucun bénéfice pour lui. Et c'est là que je trouve ça mais dégueulasse. La défense du mari va remettre en question au tribunal comme quoi ce serait de la faute de la fille et qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Mais comment un père peut-il accepter de salir comme ça l'image de sa fille morte? Alors le tribunal se posera la question, pourquoi aurait-elle mis fin à ses jours? Et une façon totalement trop élaborée pour une adolescente de mettre fin à ses jours en plaçant un ballon rempli de monoxyde de carbone. C'était Coe le père qui avait fait ses recherches, c'était Coe le père qui avait mis le ballon dans le coffre. Rejetant les 44 motifs d'appel, le tribunal a jugé que Coe avait subi un procès tout à fait équitable avec des preuves convaincantes pour justifier le verdict du jury. Et le professeur malaisien perd son appel contre une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les 2 meurtres avec un ballon de yoga. Et moi j'ai envie de vous dire, perpète, c'est perpète. Selon sa belle-sœur de Wong Ching-fong, Coe était un homme manipulateur qui croyait que tout ce que vous faites n'est pas mal si vous ne le faites pas pour perdre. En voilà une bonne morale. Un autre point bizarre de l'affaire, c'est la sœur aînée au procès qui a témoigné pour son père, affirmant que selon elle, c'était plutôt sa petite sœur Lily qui a voulu mettre fin à ses jours. La raison pour laquelle Mei-ling a témoigné comme elle l'a fait reste un mystère. Croyait-elle vraiment que son père était innocent ou essayait-elle simplement de sauver le seul parent qui lui reste et elle était complètement dans le déni? Pendant ce temps, la jeune maîtresse Charlie n'a pas fait une seule comparution au tribunal. Tout au long du procès, Coe le père a défendu sa maîtresse Charlie et a demandé aux avocats de la tenir à l'écart, affirmant qu'elle n'était pas impliquée dans les meurtres. Maintenant, ses enfants survivants sont seuls, victimes d'un programme élaboré mis en scène par leur père, qui aurait pu être le véritable crime parfait, et cela fait vraiment froid dans le dos de voir à quel point l'humain peut être pervers et machiavélique. Voilà, cette histoire complètement horrible et zinzin est finie. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et on va parler de plusieurs choses. Déjà,
Déjà, la fille, est-ce que tu trouves pas qu'encore une fois, là, on a affaire à un déni parce qu'elle pense que ce n'est pas son père et elle pense qu'effectivement, c'est sa sœur qui a voulu mettre fin à ses jours. Alors, on est totalement d'accord. Hein. Pourquoi une adolescente qui part en voiture avec sa mère, par le même coup, en se tuant, voudrait tuer sa mère, et puis c'est beaucoup trop élaboré de prendre un ballon et de mettre du monoxyde de carbone, surtout qu'on sait que c'est le père qui déjà dans ses labos avait fait des recherches avec les balles, prétextant que c'était pour les lapins et pour les rats chez lui, donc on en est sûr, c'est le père, donc on en conviendra que cette sœur est dans le déni. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, je voulais vous parler de la façon de les tuer. Alors certes, je pense qu'il ne voulait pas tuer sa fille puisqu'il lui a demandé de rester à la maison pour faire ses devoirs, mais c'est totalement fou de voir que le cerveau humain est capable d'élaborer une machination pareille, avoir l'idée de prendre un ballon de yoga, mettre du gaz dedans, le percer, faire en sorte qu'il se vide pendant que sa femme est dans la voiture. Je vous le dis encore, ça aurait pu être le crime parfait si un policier n'avait pas eu le trait de génie de se dire « Tiens, pourquoi ce ballon est dans le coffre dégonflé ?» Il est formidable ce policier et c'est grâce à lui que la preuve a été trouvée et qu'on a pu inculper le père. Vous en conviendrez pour cette histoire. Alors là, l'emoji, je ne me suis pas creusé la tête, 107 ans, vous allez me laisser un ballon pour le ballon de yoga. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien, pour vos pouces en l'air. Je vois que vous avez tous envie que quand je suis à 10 000 abonnés, on fasse la vidéo dans la maison du château hanté parce que je vais tout vous faire. Hein. Je vais vous faire la préparation le matin, le petit-déj, le voyage en voiture, comment on s'installe là-bas la nuit, puis le lendemain et tout. Vous allez tout voir. Donc, il faut que vous vous abonniez parce que je ferai cette vidéo à 10 000 abonnés et aussi parce que j'ai plus de 150 histoires complètement folles. Moi, d'ici la prochaine fois, j'ai envie de vous dire que quand vous partez en après-midi shopping, mais pensez à regarder derrière vous dans le coffre s'il n'y a pas un ballon de yoga. D'ici aussi la prochaine fois, prenez bien soin de vous, mes zigotos. Bye bye!